On va prendre, si vous voulez bien, un troisième aspect encore, j'allais dire troisième regard féminin, après le regard HSE, vous êtes 82% chez vous, bravo Samia, le regard de direction générale. Alors, je sais qu'on a fait, paraît-il, des progrès beaucoup en France dans ce qui est la représentation, en tout cas des femmes, au moins dans les conseils d'administration, un peu dans les COMEX, mais aussi, mais il reste encore à faire. Mais cette fois-ci, et Anaïs, si vous êtes en bout de ligne, Anaïs, ça va être à vous là maintenant. Anaïs Chorel, donc, elle, responsable. Alors, elle est d'une start-up qu'on adore. Je veux dire que je les ai connus tout petits, puisque vous étiez tout petits, et c'était Antoine, d'ailleurs, je crois que vous n'étiez pas là, c'était dans un Préventica, et où sortant, j'allais dire, d'un univers qui était plutôt d'application médicale, puisque JAPE, qui est la structure d'Anaïs, d'appel JAPE médical, et qui était plutôt de réhabilitation, si on peut dire, des cassés ou des troubles d'abord médicaux, venait sur ces questions de santé-travail, et donc il s'est entouré, et fort bien entouré, ils sont trois, je crois avoir monté ça, et notamment Anaïs. Donc Anaïs, vous allez nous dire à la fois votre parcours, et puis en même temps, je dirais que vous êtes, je crois, alors vous êtes 60% de femmes chez vous, c'est ça, globalement, dans l'entreprise. Alors voilà, Anaïs, c'est à vous, je dirais, un peu comment vous, là aussi, tous azimuts, à la fois vous comme femme, vous avez senti cet univers dans lequel vous intervenez pour intégrer, enfin, encore une fois, des dispositifs d'assistance physique, et puis à la fois votre équipe et comment elle travaille aussi en interface, encore une fois, avec les tiers que sont vos clients. C'est un peu le même type de problématique dans un autre style que celle d'Isaïs. Anaïs, c'est à vous. Alors, merci Anne-Marie. Alors, effectivement, quand on parle de la santé des femmes dans le monde du travail, d'abord, on se rend compte, comme le disait Samia, qu'on fait face à des stéréotypes. Des stéréotypes qui disent que certains métiers seraient plus adaptés aux hommes parce que potentiellement beaucoup plus compliqués, comme la logistique ou comme le BTP, où on peut avoir ces stéréotypes genrés sur les métiers. Mais finalement, si on compare un métier de la logistique ou un métier du BTP, est-il réellement plus physiquement facile que les métiers du soin ou du service, du soin à la personne ou du service, où de la même façon, il y a des ports de charge qui sont des patients dans le cadre du soin à la personne, et où finalement les poids pouvant être mobilisés sont parfois et souvent bien plus lourds que ce qu'on pourrait le voir dans le BTP ou dans la logistique. Ces métiers, pour moi, ils me semblent tout aussi, voire plus compliqués physiquement. Et en fait, ils font juste face à un stéréotype genré de métier qui dit qu'aujourd'hui, un homme ira plus facilement vers de la logistique ou du BTP et une femme plutôt vers du service ou du soin à la personne. La question, elle est comment est-ce qu'on peut casser ces stéréotypes? Comment est-ce qu'on peut ouvrir ces nouveaux métiers qui sont plutôt typiquement masculins aux femmes, parce qu'on voit qu'ils peuvent attirer également des femmes, puisqu'il y a quand même beaucoup de variabilité de métiers qui peuvent exister, des perspectives d'évolution, comme le disait Samia, et c'est aussi des jolis métiers sur lesquels les femmes devraient pouvoir, elles, se projeter. Et là, on va rentrer en compte de comment est-ce qu'on va prendre en compte la santé des femmes dans ces métiers qui sont potentiellement un peu physiques. Donc, ça va passer par effectivement tous les facteurs sociaux, les facteurs environnementaux, organisationnels, sur de la rotation de poste, par exemple, qui peut faire diminuer les contraintes physiques d'un métier ou d'une seule tâche en faisant de la variation de tâches et de postes. Et quelle typologie d'assistance physique ou d'équipement on peut mettre à disposition, tant pour aider les femmes que les hommes, puisque les poids portés, au final, ou les mouvements répétitifs, ils sont faits autant par une femme que par un homme. Tout ça, ça fait écho sur la partie conception de toutes ces technologies qui sont développées, parce qu'effectivement, pour que cette technologie elle puisse être utilisée autant par un homme que par une femme, il faut qu'elle soit conçue pour pouvoir être utilisée tant par un homme que par une femme. Et là, je vais prendre plus ma casquette de chez JAPE. Nous, on a fait effectivement le pari
de très rapidement essayer d'attirer des talents féminins dans l'équipe design et confection afin d'avoir le regard féminin sur la conception de dispositifs. Pourquoi ? Parce que naturellement, l'être humain, il conçoit quelque chose par rapport à son spectre à lui. Donc, un homme va forcément plus orienter sa conception pour une utilisation masculine. Une femme va plutôt prendre en compte une utilisation féminine. Et dans le développement de nouvelles solutions, c'est la collaboration entre des hommes et des femmes qui feront que demain, les outils pourront être adaptés à l'ensemble des genres et quel que soit le métier. Ce qui n'était pas le cas. Juste question Anaïs dans ce sens-là aussi. Donc on voit bien globalement que pour équilibrer les choses, puisque finalement la moitié de l'humanité, 51% d'ailleurs, on est majoritaire, est globalement constitué de femmes. Vous, je dirais, dans ce qui est justement ce dialogue ou cet ajustement complètement opérationnel que vous avez avec vos utilisateurs, est-ce que vous voyez des différences hommes-femmes ou des rapidités ou autres encore une fois, sur ces questions de santé et d'appui à l'utilisation? Ce qu'on se rend globalement compte, c'est que les femmes sont généralement plus ouvertes à l'intégration de nouvelles solutions d'assistance physique. Est-ce que c'est parce qu'elles prennent plus soin de leur santé ou est-ce que c'est parce qu'elles se pensent moins capables de pouvoir assumer des ports de charge ou des mouvements répétitifs? Ça, effectivement, on ne sait pas trop. Par contre, globalement, ce qu'on observe, c'est que une femme va au premier abord plus facilement accepter de porter un équipement qui est là pour la protéger, la soulager, l'aider au quotidien dans son travail, peut-être un peu moins d'ego aussi. Et après, effectivement, dès lors que la personne, mais que ce soit un homme ou une femme, derrière, sent un bénéfice à l'utilisation d'un dispositif d'assistance physique, forcément, là, l'acceptabilité, elle sera positive. Par contre, on remarque effectivement que les femmes prennent peut-être plus en compte leur santé au travail, dans le sens où elles sont plutôt très ouvertes à l'idée de tester des dispositifs d'assistance physique qui peuvent lui apporter une aide. Ça c'est une chose que vous rapportez, mais je vois effectivement, en tout cas dans ce domaine des exosquelettes, mais aussi sur d'autres, et ce que remontent aussi d'autres études, c'est qu'on voit effectivement spontanément, d'un certain côté, il y a moins de freins pour les femmes à dire les choses, ou à sentir besoin d'un appui, ou à exprimer à la limite le besoin d'un diagnostic. Alors, je vois aussi là pour une de vos collègues, puisque de vos co-intervenantes dans nos différents UX forums précédents, je vois Justine qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais me dire qu'il y avait, et là elle est dans du conditionnement de poissons, donc un métier qui est plutôt masculin, et donc qui là aussi a besoin d'attirer des compétences féminines, et aussi je dirais globalement de les conserver. Et ce qu'elle disait, et je me souviens, Samia, vous disiez un peu la même chose là aussi, c'est que ça avait aussi une espèce d'effet de contamination, c'est-à-dire que le fait que les femmes puissent exprimer un certain nombre de choses et un certain nombre de besoins justement en appui vie et autres, finalement ça faisait positivement évoluer les choses pour tout le monde, parce que ça libérait aussi la parole du côté des bonshommes, finalement de la même façon. Anaïs, un mot encore, où on peut passer la parole à Jérôme? Alors oui, là où je vais rebondir effectivement sur ce que vous disiez. Effectivement, nous on l'a vu chez Ilevia, donc sur la maintenance des bus, où il y a une femme qui souhaitait rejoindre cette équipe, donc un métier masculin avec des ports de charge de 80 kg sur un métier qu'on ne peut pas automatiser parce que c'est de la pose de poteaux transitoires de transport. Et en fait, l'intégration de l'exosquelette a commencé par une femme qui souhaitait faire ce métier et souhaitait se faire accompagner pour pouvoir perdurer très longtemps dans ce métier. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que progressivement, ses collègues hommes lui ont demandé de tester la solution pour voir ce que ça faisait. Et au final, en fait, c'est sa démarche, sa prise en main de sa propre santé
qui a fait prendre conscience à ses collègues hommes que eux aussi pouvaient prendre soin de la leur et permettre d'avoir au sein de cette même activité qui était initialement 100% masculine, de voir ouvrir des perspectives de féminisation pour l'entreprise Keolis. Le chemin vers l'égalité, il passe par là, et d'un certain nombre par l'assimilation de cette forme de modestie, finalement, qui est de dire, bah tiens, je vais t'emprunter, c'est juste pour savoir à quoi ça ressemble, là, c'est parce que je voudrais ressentir ce que tu ressens. Et en fait, peut-être que je serais intéressée quand même. Merci Anaïs, de ce côté-là. Samia, un mot, vous, de ce côté-là aussi, sur la perméabilité, j'allais dire, homme-femme, si on peut dire, sur ces enjeux-là, et sur la pédagogie mutuelle, où on y reviendra tout à l'heure. On pourra y revenir tout à l'heure, parce qu'on va laisser les collègues... Ouais. Alors voilà, donc il a été question, merci.